On va parler évidemment de la grève, on va parler également d'une loi qui a été votée hier, qui est quand même très étrange à l'Assemblée nationale, disons-le. Mais la phrase du jour, c'est celle de Sandrine Rousseau. On ne peut pas compter sur aucun homme. Ça, c'est formidable. À qui elle s'est exprimée parce qu'il y avait une photo qu'il a montré avec Gérard Miller. Le soutien de Miller, oui. Exactement. Et elle a dit, à qui peut-on faire confiance, en fait, si même les alliés s'avèrent être des agresseurs ou des violeurs potentiels, sur qui s'appuyer? Ça devient un problème humain. C'est un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme. Eh ben, je dis à Madame Rousseau qu'elle peut compter sur moi. Oui. Voilà. Et si elle veut venir sur ce plateau, je tiens à lui dire, il y a des hommes, Madame Rousseau, sur lesquels vous pouvez compter. Tout le monde n'est pas, en l'occurrence, Gérard Miller. C'est ça qui est fou quand même, Sabrina Bouchabert. Ah bah oui, pardon. Oui, évidemment. On ne peut compter sur aucun homme, mais c'est horrible. Oui, mais ça me rappelle aussi, vous vous souvenez, les propos d'Alice Coffin qui avait dit que jamais elle n'encouragerait ses enfants à fréquenter des hommes parce que ce sont tous des violeurs et des tueurs en série. Madame Rousseau, alors elle est un peu moins radicale, mais elle est quand même assez expressive dans la radicalité de ce qu'est devenu le féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire un féminisme intersectionnel, différentialiste, qui choisit à la fois ses bourreaux comme ses victimes. On se souvient très bien de la polémique de Pardieu. Et quand on la compare aux réactions de ces féministes, comme on les appelle chez mes amis, oui, il y a un deux poids deux mesures qui est quand même assez inquiétant. Moi, j'avais passé un excellent moment avec Alice Coffin, que j'avais trouvé très intelligente d'ailleurs. J'avais fait une interview longue sur un autre média et j'avais été séduit, pour tout vous dire, par d'abord la manière dont elle s'exprimait. Et puis, c'est vraiment une femme agréable. Après, elle a les idées qu'elle a. Mais je rêve d'avoir un échange avec Sandrine Rousseau. Et généraliser tous les hommes bien sûr. des prédateurs. Alors, que vont penser, a dit Madame Rousseau, que vont penser les femmes d'avoir vu Gérard Miller s'afficher avec moi? Je leur présente mes excuses. Enfin, on est chez les fous. Je leur présente mes excuses, même si je ne savais rien. Tu présentes tes excuses parce que tu étais avec Gérard Miller et que tu ne savais rien. Mais je vous assure, ce monde est... On va terminer... Mais moi, j'aime bien Sandrine Rousseau. Mais j'ai rien contre elle. Non, mais manifestement, vous l'aimez aussi beaucoup. Oui. C'est le fait que derrière ce qu'elle dit, qui peut immédiatement un petit peu choquer, eh bien, il y a toujours une vérité. Et si on avait... Quelle est la vérité? La vérité, elle est très simple. Sur aucun homme. Si j'avais à arbitrer dans la vie entre les vertus, entre un homme et une femme, eh bien, la plupart du temps, je peux plus compter sur les femmes que sur les hommes. Les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et elles ont un certain nombre de qualités que les hommes n'ont. Mais ça n'a rien à voir avec ce que dit Madame Rousseau. Si, elle parle... Ça n'a rien à voir. Moi, je peux être d'accord avec vous, mais ça n'a rien à voir. Mais totalement, Pascal, si vous le permettez. Oui. C'est qu'elle parle de Gérard Miller, mais je me permets d'aller un peu au-delà de la pensée de Sandrine Rousseau. Et donc, c'est vrai qu'en définitive, c'est assez juste lorsqu'elle dit qu'on ne peut pas compter sur les hommes. On peut davantage compter sur les femmes. Alors moi, je peux juste terminer en disant qu'il y a beaucoup de femmes en France qui ne peuvent pas compter sur Madame Rousseau, les femmes qui sont sous emprise communautaire, les femmes qui se font tabasser dans les quartiers, et pardonnez-moi, et toutes les autres féministes qui luttent pour leurs droits. Elles ne peuvent pas compter sur Madame Rousseau. Voilà. Bon, en tout cas, Madame Rousseau, nous invitons tous les jours maintenant, on invite. Nous sommes des inviteurs professionnels. Mais on n'a qu'à l'appeler à la pub. Mais moi, je voudrais qu'elle vienne, Madame Rousseau. En plus, mais il manque peut-être un bout de phrase. Écoutez, s'il vous plaît. Ce qui est très, très important. Madame Rousseau, dans on vous attend. De elle, c'est on ne peut compter sur aucun homme de mon camp. Puisqu'elle dit également qu'elle est bien seule. Mais bien sûr, Madame Rousseau, vous n'avez pas compris. Les Tartuffes, ils sont du même côté depuis toujours. Changez de camp, vous serez peut-être surprise, je vous assure. Autre chose ? Moi, je n'attends rien de Madame Rousseau. Donc, je serais ravi de la voir ici. Bon. Parce que nous sommes pluralistes ici, contrairement à ce que d'aucuns prétendent. Hein. Alors, donc, je serais ravi de la voir, là, en face de moi ou à côté. Gérard Carreau. Oui. Mais je dis Gérard Carreau parce que nous sommes sur Europe 1 également. Oui. Mais justement, puisque j'ai la parole, je vais la garder une seconde. Gérard Carreau, gardez la parole. Non, parce que je ne sais pas si vous voulez revenir. C'est le bonjour de Thomas. Je ne sais pas si vous voulez revenir. Oui, on en parlera tout à l'heure. Non, mais quand même. Vous voulez en parler maintenant? Oui, non, je veux dire une chose. Alors parlez-en maintenant. C'est un putsch, ce qui se passe. Ça a l'air de rien. Mais c'est un début, ou alors une esquisse de putsch institutionnel. Oui, je m'explique.
ça fait 3 occasions en très peu de temps. On s'aperçoit que l'oligarchie au pouvoir n'a plus de majorité, par exemple, à l'Assemblée nationale. Elle est politiquement en difficulté. Elle n'aura probablement peut-être plus de majorité à venir. Donc elle essaye, par un certain nombre de captations, si vous voulez, de suppléer au vote populaire. Oui, mais vous parlez de quoi là? Alors je vais vous dire, je reviens très exactement à 3 choses. Oui. Interrogez-vous sur le comportement de la Cour des comptes et de son président en cachant un rapport qui devait être publié, Monsieur Moscovici. Une cour constitutionnelle qui s'arroge le pouvoir de démolir une loi, en tout cas l'essentiel d'une loi votée quand même à l'Assemblée nationale. 2e brèche dans les institutions. Et la 3e, c'est effectivement celle qui est ouverte aujourd'hui contre CNews, mais c'est un prétexte. Mais c'est les juges, là, c'est pas la Macronie. C'est pas les juges, c'est le Conseil d'État. C'est quoi le Conseil d'État? C'est les petits hommes gris. Et le président du Conseil d'État, c'est qui? Monsieur Tabureau. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Monsieur Tabuteau, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pourrait s'appeler Tabuteau. C'est un homme gris, donc ça n'a aucune importance. Non, mais... Sauf que c'est un homme gris qui est passé par tous les cabinets ministériels socialistes et qui fait partie, effectivement, de la même famille politique que ceux qui, effectivement... Donc il y a un putsch, c'est le gouvernement des juges qui est en train de s'instaurer dans ce pays. Trop dur, Gérard. Mais si, non, mais il a raison, mais vous le savez bien. Mais bon. Voilà, j'ai fini. Mais c'était bien, c'était Gérard Carreau. Je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez la parole sur autre chose. Mais je ne vous l'avais pas donné, donc, mais vous l'avez prise avec qualité. Bon, sérieusement, et Laurent Wauquiez, il est sur ce thème-là, et il a bien raison. Ça va être, on a créé tellement de contre-pouvoirs qu'on n'a plus de pouvoir. Je pense que ce qu'on vit depuis un mois, c'est la faillite des petits hommes gris. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les domaines, ces gens ne sont pas élus. Oui. Bon sang de bois. Oui. Ces gens veulent imposer au peuple des choses que le peuple ne veut pas. Je suis désolé. Pierre Moscovici, en plus tous ces gens-là sont de gauche. Président de la Cour des comptes, président du Conseil constitutionnel, président du Conseil d'État, tous ces gens sont de gauche. C'est-à-dire que la France est à droite à 80% ou à 70% et tous ces gens sont de gauche. Donc ça pose un vrai problème. Donc il n'y a plus de responsabilité de l'exécutif, il n'y a plus de responsabilité politique. Mais parlons de la loi d'hier, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture un texte de lutte contre les dérives sectaires. Très bien. Notamment sur Internet. Très bien aussi. Le projet de loi entend répondre à la hausse préoccupante des dérives sectaires, en particulier des dérives thérapeutiques. Très bien toujours. Les débats ont été virulents, notamment avec Olivier Véran et Marine Le Pen. Alors, on présente ça en disant... On veut voter une loi pour empêcher les gens de soigner un cancer avec de la salade. Ça ne me dérange pas. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'article 4, le fameux article 4, c'est un peu compliqué peut-être. L'article 4, essayez de comprendre, est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est, et c'est la phrase clé, en l'état des connaissances médicales manifestement susceptibles d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves. En l'état des connaissances médicales. Mais avec un article comme ça, Madame Frachon, qui avait soulevé le lièvre du Mediator, elle n'aurait pas pu. Irène Frachon. Parce que, comment elle s'appelait? Irène Frachon. Et j'ai dit... Oui, c'est ça. Oui, Madame Frachon, Irène Frachon. En l'état des connaissances médicales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les juges qui vont donner leur avis sur un traitement médical et ils vont s'appuyer sur les connaissances médicales du moment. On devient fou dans ce pays. Je vous le dis, on devient fou dans ce pays. Et ça passe crème. Ça passe crème. Sauf qu'hier, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, les LR et les filles se sont mis d'accord là-dessus. Les LR, d'ailleurs, qu'on n'entend pas, et qui devraient beaucoup plus monter. Ne commencez pas à les attaquer. Je les attaque pas, je dis qu'on les entend pas beaucoup. Alors, celui qui porte ça, et qui le porte plutôt bien, c'est Nicolas Dupont-Aignan, et je vous propose de l'écouter, parce qu'il était chez Cyril Hanouna. Écoutez. Alors, l'article 4, c'est une disposition, je l'ai amené, parce que c'est incroyable, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation, mais on ne définit pas la provocation. Vous, par exemple, je pense, à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, ça veut dire de prévention, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées en l'état des connaissances médicales. Bref, pour simplifier, Irène Frachon, vous vous souvenez qui était Irène Frachon? Oui, c'était ce médecin
qui a mis 15 ans à dénoncer la mortalité du Mediator, ce lanceur d'alerte. Eh bien, Irène Frachon, avec cet article, avant même de commencer à émettre le moindre doute sur le Mediator, elle aurait été poursuivie, soit mise en prison, soit elle n'aurait jamais été invitée nulle part, parce que c'est pas simplement celui qui émet un doute sur un médicament, c'est celui qui va l'inviter. C'est le réseau social qui va le laisser émettre, par exemple, ma vidéo fermée. C'est-à-dire, c'est la censure absolue. Et ce qui est très grave, c'est qu'Irène Frachon, je prends l'exemple d'Irène Frachon, mais elle n'aurait pas pu émettre ses critiques. Le Mediator serait toujours en vente libre. Il y aurait toujours des milliers de morts, encore plus, et il n'y aurait pas eu de procès alors que le laboratoire a été condamné. Bon, on est chez Orwell maintenant. Ouais. Moi, je fais vraiment un parallèle entre le Conseil d'État sur le CNews et ce qui s'est passé là. On est chez Orwell et on donne tout le pouvoir au juge. Écoutez l'échange hier entre Monsieur Véran et Madame Le Pen. La loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple Gourou et Raoult et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attenteront même peut-être à nos institutions. Nous sommes ici pour faire la loi. Nous sommes ici pour protéger les plus fragiles. Nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques. On peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Alors aujourd'hui, le débat, puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Non, mais c'est un vrai problème, ce pays. Les médecins veulent prendre le pouvoir. Moi, j'ai aucune confiance en les médecins, mais j'ai aussi, j'ai confiance en personne. Quand je vois un médecin, j'en vois 3, ils me disent 3 fois parfois des choses différentes. Et puis après, c'est à moi de choisir. Ils n'ont pas la science infuse, les médecins. C'est ce que je veux dire quand je dis j'ai pas confiance en eux. Les médecins n'ont pas la science infuse, je suis désolé de vous le dire. Mais personne ne l'a. On a souvent confiance dans son médecin traitant, Pascal. Personne n'a la science infuse. Et quand je vois l'arrogance de M. Véran qui explique que c'est comme ça... Je vous le concède. Bon, bah c'est tout. Non, mais vous n'avez confiance en personne, c'est votre problème. Il y a tout de même des médecins... Ça veut dire. Oui, mais... Évidemment que j'ai confiance en le médecin que je choisis. Mais je vous prends au pied de la lettre. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans un médecin qui est député, quand même. Il y a des médecins en qui on a confiance. Mais vous avez parfaitement raison, mais personne n'a la science infuse. Non. C'est pas une science. Même pas vous. C'est pas une science, il a raison d'ailleurs. Oui. C'est le mot-clé. D'accord. Dites, parce que vous êtes un fils de médecin. Non, mais ils ont tous un petit cimetière dans la tête, les médecins, où ils ont envoyé leurs patients. Non, mais je veux dire, ils essayent. Alors, ils ne sont pas tous députés. Je salue l'ordre médical qui nous écoute, bien évidemment. Le docteur Véran, ravi de cette punchline. Le docteur Véran est comme tous ces médecins qui ont exercé très peu de temps au chevet de leurs malades et qui se sont lassés d'avoir dans la journée des gens qui se plaignaient. Ils ont préféré avoir des électeurs plutôt que d'avoir des patients. Mais donc évidemment, on ne va pas se faire soigner par le docteur Véran. Ou alors il faut chercher un médecin légiste dans ces cas-là. On est déjà mort si on fait appeler
le docteur Véran. Mais donc... Vous savez que pour arriver à être un neurologue, ce sont pas mal d'années d'études. Je veux pas oui, bien sûr. entacher ça. Non, mais pas d'attaque personnelle. Non, mais pas d'attaque personnelle en plus. Non, mais moi, on va le recevoir bientôt, monsieur Véran. Ah bon, alors non, on ne veut pas gâcher votre rendez-vous, mais... On a l'art de l'accueil. On a l'art de l'accueil. Oui. Ils sont tous invités en ce moment. Ils sont tous invités, monsieur Véran. Oui, mais il va y avoir du monde sur le plateau. Un des invités. Non, mais il n'a pas exercé, c'est tout ce que je voulais dire. Il a fait de la politique. Écoutez, Dupont-Aignan, écoutez, je m'étonne. En fait, c'est un état d'esprit, cette loi. Comme le Conseil d'État pour CNews. C'est un état d'esprit qui existe dans ce pays. On veut bâillonner dans tous les domaines ceux qui pensent différemment. On est maintenant chez Orwell. C'est ça que je souligne. Et écoutez ce que dit monsieur Dupont-Aignan, puisque c'est une loi, en fait, anti-Raoult. Ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu avec Raoult, en fait. Ils ne veulent pas revivre ça. Et ils se disent, il faut tuer dans l'œuf. Quel est le moyen de tuer dans l'œuf? C'est que si on a peur de l'amende, parce que ce n'est pas simplement la décision de justice, parce qu'entre nous, ça pose un problème, c'est que toute vérité scientifique va être arbitrée par les juges. Ça juridicialise tout. Le médecin n'aura plus de liberté de prescrire. Bien sûr. Le patient n'aura plus la liberté de son corps. Ça va monter, c'est le juge qui va arbitrer. Alors, Madame Michu n'est pas d'accord avec tel traitement, il va falloir passer devant le juge. Mais on est devenu fou dans ce pays. C'est fou. Il y a une vérité d'État qui va être arbitrée par un juge. Mais en fait, tout ça, ça ne peut pas marcher. Il ne va pas y avoir des procès dans toute la France. Bon. Donc, en fait, c'est fait pourquoi? C'est fait pour dissuader les gens libres d'émettre un doute. Or, quand on voit la puissance des laboratoires pharmaceutiques, le Mediator, mais il y a eu les autres, quand on voit l'argent qui est déversé... Et quand j'ai écouté la presse mainstream ce matin, les petits soldats de la bien-pensance, ils présentent tous cette loi en disant... D'abord, ils tapent tous sur Raoult, en le traitant de gourou. Pas un gourou, en fait, Raoult. On en pense qu'on en veut, mais on ne peut pas le dire que c'est un gourou. Ce mot-là ne convient pas. Donc, ils tapent tous, et ils présentent tous cette loi en disant dérive sectaire, et on empêchera les gens de soigner le cancer par de la salade. Ils ne le présentent pas du tout comme je le présente là. J'ai écouté toute la presse mainstream. Comme toujours, en fait, c'est comme toujours. Sur tous les sujets, en fait, vous avez les soldats de la bien-pensance, qui avancent, les uns derrière les autres, et puis d'autres gens qui ont simplement un esprit critique, et qui le soulignent. Mais parce qu'en réalité, Pascal, il est extrêmement difficile, même sur le plan intellectuel, de distinguer les alertes bienvenues à la Irène Frachon et ce qui relève d'une forme de complotisme. Mais pourquoi faire une loi? Oui, non, mais je ne discute pas ça. Moi, je conteste la loi. Mais pourquoi faire une loi? Pourquoi empêcher ceux qui ne sont pas d'accord avec un train de bord de s'exprimer? Oui. Bah, vous dites oui, mais vous ne répondez pas à la question. Mais je viens de vous donner une piste très sérieuse. C'est que tu ne veux pas revivre Raoult. C'est-à-dire que tu ne veux pas revivre ça. C'est-à-dire que ça les ennuie. En fait, il y a quand même des petits soucis quand même. Hein. Vous le savez bien. Et dans tous les autres pays, on en parle. En France, on en parle un peu moins. Dernière chose, toujours Nicolas Dupont-Aignan, alors il a conclu, si j'ose dire, parce que la loi a été votée hier et manifestement il a perdu... Comment? Par un petit tour de passe-passe tout de même. Expliquez. Non mais parce que la loi, cet article-là a été supprimé au Sénat. Il a été réintroduit à l'Assemblée nationale, il a été supprimé à nouveau. Et c'est l'exécutif, c'est possible pour tous les textes, qui a demandé un nouveau vote sur cet article. Donc, qui a réintroduit l'article, qui a mobilisé, on va dire, ses troupes pour que le texte passe. Et c'était supprimé au Sénat, vous le saviez, ça? Personne n'en parle. Et le Conseil d'État était frileux. C'est-à-dire que, dès le début, le Conseil d'État jugeait que l'article en question était mal écrit. Personne ne parle de ça, quasiment. En fait, c'est un état d'esprit que je souligne là. Mais non, mais vous avez raison. J'espère sur ce plan-là. Oui. Pas sur les autres? Non, mais parce que je voulais dire, vous abusez un petit peu des petits hommes gris. Hein. Ça vous sert un peu trop d'argumentation. Mais pardonnez-moi, c'est le problème numéro 1 en France? Oui. Ou un des problèmes numéro 1? Ben si, parce que ce sont des gens qui ont pris le pouvoir qui ne sont pas élus. Oui, d'accord. Ben d'accord, c'est quand même important. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont idiots. Mais ils sont tous sauf idiots. Non, mais tout à l'heure... Ils veulent tout contrôler, c'est tout. Ils sont tous sauf idiots. Pierre Moscovici, il est tout sauf idiot. Oui, vous me rassurez. Tous. Alors lui, il est tout sauf idiot. Ah ben tant mieux. Mais il fait des choses que le peuple ne veut pas. En tout. Ah oui. Le gouvernement des juges, c'est pas le gouvernement des imbéciles. Mais d'abord, c'est le gouvernement des juges. Mais écoutons Monsieur Nicolas. Écoutons Monsieur. Mais non. Mais vous, évidemment, vous en êtes un. Mais non. Un petit peu.
vous n'allez pas recommencer. Non, je ne vais pas recommencer. Écoutons Nicolas Dupont-Aignan. Puis on ne va pas se fâcher tous les jours avec les invités qui sont là. Mais non, je savais que ça allait venir, donc je suis ravi. J'ai un sujet pour vous tout à l'heure en plus. Vous allez de nouveau parler de votre idole. Oui. Plus elle est condamnée, plus vous l'aimez. C'est fabuleux. C'est fou parce que François Bayrou, lui, il n'est pas condamné et il n'était pas au courant. Et puis Nicolas Sarkozy était au courant, dis donc. Mais ça, c'est étonnant. Hein, mais comment un être fin comme vous, adepte de la nuance et privilégiant la finesse en général. Ça, c'est fou quand même. Jamais des choses en gros. François Bayrou, vous pouviez comparer de manière absurde deux situations qui n'ont rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il y en a un qui fait des meetings, il n'est pas au courant, il le dit, puis l'autre, il n'était pas au courant. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ça n'a rien à voir. Un petit peu quand même, non? Non. Bon, écoutons Nicolas Dupont-Aignan. L'article 4, certes amendé, a été rétabli. C'est une tristesse folle. Cette disposition a été jugée liberticide par le Conseil d'État. Le Sénat l'a supprimée. L'Assemblée nationale, hier soir, par un vote de sincérité, l'a supprimé. Et le gouvernement, 5 minutes avant la fin du texte, a réintroduit l'article 4 pour, par un effet de surprise, le faire voter par des troupes chauffées à blanc. Maintenant, le combat n'est pas terminé. Moi, je me battrai jusqu'au bout. D'abord, il y a la commission mixte paritaire avec le Sénat. Et comme le Sénat a voulu supprimer l'article 4, on peut imaginer un blocage en commission mixte paritaire et à nouveau la suppression de l'article 4 et à nouveau un vote dans l'hémicycle. Mais ce sera difficile pour une raison très simple. C'est que les socialistes se sont joints aux macronistes et aux centristes du MoDem et d'Horizon. Bon, on en a souvent parlé ici, il y a des effets secondaires et parfois nocifs de la vaccination anti-Covid. Bon, cet article-là, il permettra peut-être pas de parler de ça. Et c'est pas neutre, croyez-moi. Il est 9h24, on va saluer Thomas Hill.